Super. Je ne voulais pas l'enregistrer. Parfait. OK. Super. Est-ce que je pourrais avoir juste un petit pouce de quelqu'un qui me dit que vous m'entendez bien? Donc, j'imagine que c'est correct. M'entendez-vous? Je vais ouvrir mon Teams sur mon téléphone aussi. Un petit conversation. Oups. Ah, super. Merci mille. OK. Je vais ouvrir le chat sur mon téléphone. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous cacher ici de l'écran. Ça ne sera pas long. Je vais juste ouvrir. Super. C'est ça que je voulais. Parfait. Donc, pour ceux pour qui c'est la première récupération, bienvenue. Je vais faire comme l'autre récupération, c'est-à-dire, et ceux que c'est pas leur première, bienvenue. Je vais survoler le guide d'études, puis j'ai ciblé aussi des exercices que je vais pouvoir faire avec vous. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous arrêtez ou vous écrivez la question sur Teams dans le clavardage. Là, c'est ça. Cette fois-ci, j'ai aussi mon téléphone. Fait que je vais pouvoir voir votre question presque en temps réel. Voilà, c'est parti. Ah oui, après, bon, je vais faire comme des petits démos là, tantôt. Puis après ça, j'ai ciblé aussi comme des exercices que je vais faire en exemple. Ça vous va? Ça va être bien le fun. OK. Bon mercredi soir, d'ailleurs. Merci d'être là. Je me sens comme dans un spectacle ou un talk show. Bon, c'est juste que je parle tout seul. Ah, c'est parti. Miroir courbe. Ça, c'était dans le chapitre 2. Donc, on revient un petit peu en arrière. Connaître la position du foyer et le centre de courbure des miroirs. Ce qu'on veut dire par cette première partie, c'est que pour un miroir, il faut savoir que simplement, C, ça veut dire le centre de courbure. F, ça veut dire le foyer ou encore la longueur focale. Donc, on s'en sert aussi dans certaines formules. Puis, dans le cas des miroirs courbes, hey, pourquoi tu veux plus? OK. Dans le cas des miroirs courbes, le centre de courbure est 2 fois la longueur du foyer. Donc, dans tous les centres de courbure, 2 fois F, c'est égal de tous les miroirs, pardon, 2 fois F, c'est égal au centre de courbure. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans un examen, je pourrais vous présenter un miroir comme ça, puis pas vous donner le F, donc juste vous donner le C avec sa distance, puis là, vous dire, par exemple, ça, c'est à 16 cm, donc centre de courbure de 16 cm. Donc, automatiquement, vous pouvez savoir que le foyer est à 8 cm parce que c'est toujours, toujours, toujours la moitié. Donc, c'est juste ça qu'il faut savoir. C'est ça que ça voulait dire ici. Là, c'est un petit cue pour ceux qui sont à la récup. Il y a une question à choix multiple à ce sujet-là, donc qui en traite, là. Fait que c'est pour ça que c'est dans le guide d'études. Être en mesure de décrire si une image est réelle ou virtuelle en fonction de sa position et du miroir. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous avez une situation d'un miroir convexe, comme c'est le cas ici,
comment je sais que c'est un miroir convexe? Bien là, j'ai plusieurs indices. Je sais que c'est un miroir convexe parce que la surface réfléchissante du miroir, c'est la partie qui est droite, comme ça. Là, c'est comme la pire flèche pour vous montrer de quoi je parle. La partie droite ici, OK? Donc, la partie lisse, c'est la partie réfléchissante du miroir. Puis, par convention, on va mettre soit des petits pointillés, soit des petits trucs hachurés comme ça à l'intérieur du miroir pour dire que ça, c'est pas réfléchissant. Ça, c'est le derrière du miroir. L'autre chose qui va pouvoir vous donner un indice sur si l'image elle est réelle ou virtuelle, sans même là, de regarder, faire des traits ou tout ça, c'est ben là, j'ai un miroir convexe ici parce que mon objet, il n'est pas à l'intérieur du miroir. Il est à l'extérieur. Donc, je ne vous dirais pas, voici un miroir comme un miroir, je sais pas, là, comme ça, bien normal, là, avec une partie réfléchissante ici. Puis là, je vous dirais, voici un objet qui est là, qui est en arrière du miroir, comment on pourrait avoir une réflexion. Si c'est en arrière du miroir, physiquement, on ne peut pas avoir de réflexion. Donc, ce miroir-là, c'est sûr que c'est un miroir convexe. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes devant un miroir convexe, c'est sûr que l'image va toujours être virtuelle. Donc, tout le temps, dans le cas des miroirs convexes, les images sont toujours virtuelles. L'autre chose, c'est que si votre image correspond au pointillé, je vais aller ouvrir mon cahier ici pour vous montrer. Donc, si... Ah, et là, vous entendez peut-être Gabriel qui rentre, qui est allé s'acheter une perceuse. C'est maintenant sa nouvelle passion. Nous avons maintenant 4 perceuses à la maison. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Mais bon, on a toutes nos petites obsessions. Alors, ici, si j'ai mon objet, là, regardez, il est du côté de mon miroir qui est lisse. C'est un miroir qui est divergent. Le centre de courbure et le foyer est comme derrière le miroir. Donc, ça aussi, c'est un convexe. Pardon, c'est un autre indice que mon miroir est convexe. Puis, mon image est virtuelle parce qu'elle est de l'autre côté du miroir. OK? Donc, elle traverse le miroir. C'est une image qui est virtuelle. Ça, il faut le savoir. OK. Oups, c'est pas ça que je voulais. C'est toi que je voulais. Parfait. Donc, ensuite, j'ai quelqu'un. Je pense que je peux aller fermer un petit micro. Wow, Mathieu, tu te ressembles pas bien. Excusez, fatigué. C'est la soirée pour tout le monde. Bon, OK, je continue. Être en mesure de tracer les rayons qui déterminent la position d'une image dans un miroir convexe ou concave. OK. Donc, quand j'ai un miroir, je vais commencer ici avec un miroir convexe. Quand j'ai un miroir convexe, je dois être capable de tracer les rayons de ce miroir-là. Alors, comment je vais faire? Premièrement, je vais me prendre un point qui est en haut de mon objet. C'est ce qui va être le plus facile. Fait que le haut de la tête, là, par exemple. Pourquoi on ne fait pas les pieds? Bien, je vais vous le montrer après ça tantôt. Donc, premier rayon. Donc, mon premier rayon, il va partir parallèle à mon centre de mon axe de courbure. Oh là là! Pas le rayon le plus parallèle. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. Parallèle au centre de courbure et va venir réfléchir par le foyer, comme ceci. N'oubliez pas vos petites flèches. Deuxième rayon, c'est l'inverse. Il va passer par le foyer et il va être réfléchi parallèle à mon axe de courbure. Mon axe de courbure, c'est les petits pointillés qui sont là, qui passent par le centre de courbure et par le foyer. Comme ça ici. Là, j'ai déjà un indice. Là. Je sais là, que la tête de mon petit personnage, elle va se retrouver à peu près ici. Puis mon troisième rayon, il va passer par le centre de courbure. Il va être réfléchi par lui-même, sur lui-même, comme ça ici. Alors, la jonction de mes trois petits
picots, ça correspond à la tête de mon petit personnage parce que je suis partie de ce point-là. Les pieds de mon petit personnage vont toujours, ou de mon objet vont toujours être sur le pointillé. Tout le temps, 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 tout le temps. Pourquoi? Parce que si je fais exactement les mêmes traits, donc je vais les faire dans une autre couleur, je vais les effacer après. Donc, si je fais un premier trait qui part du pied, qui passe par le centre de courbure et qui revient sur lui-même, j'ai ce trait-là. Si j'ai un trait qui est parallèle au centre de courbure et qui passe par le foyer, ça me fait ce trait-là. Et si j'ai un autre trait qui passe par le foyer et qui revient parallèle, ça me fait ce trait-là. Fait que là, ils vont juste être sur la même normale, sur la ligne du centre de courbure. Donc, c'est pour ça qu'on ne les fait pas, ces traits-là, pour déterminer la position des pieds du personnage. Mais c'est sous-entendu que ces pieds vont tout le temps être, dans le fond, sur les pointillés. Donc, mon petit personnage va avoir sa tête comme ça, puis ses pieds ici. Donc, est-ce que j'ai une image qui est réelle ou virtuelle? J'ai une image qui est réelle parce qu'elle est devant le miroir. Ça veut dire que je pourrais mettre un papier ici, puis je pourrais avoir une image qui va être imprimée sur le papier. Ça veut aussi dire que je pourrais mettre ma main ici pour venir cacher l'image parce qu'elle est réelle. Ça, c'est une main. Et mon image, elle est inversée parce qu'elle a la tête en bas. Puis mon image, elle est plus petite que mon objet. Ensuite, si j'ai un miroir qui est convexe maintenant, donc là je l'efface, mais vous l'avez vu, mon image, c'est sûr qu'elle va être virtuelle. Parce que les miroirs convexes, les images sont toujours virtuelles. Alors, souhaitez-moi bonne chance parce que... Ah, j'ai-tu une règle? Aurais-tu une règle dans tes affaires? Pas trop loin. Ah, bon. Il y a peut-être une règle, mais il y a un chien sur ses jambes. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Ah, j'ai quelque chose pour la règle. OK. Aurais-tu marché mon affaire? Pas super, ça marche. Je ne voyais pas, j'ai un papier. Alors, premier trait parallèle à mon centre de courbure. Donc là, ce que je peux faire, là, c'est si je trouve que, par exemple, cette petite ligne-là, ça me fatigue qu'elle n'aille pas plus loin, mais là, je peux venir la tracer comme ça, là. Donc, mon centre de courbure, il peut aller des deux côtés du miroir. Je pense que dans l'examen, je l'ai mis des deux côtés de toute façon. Donc, premier trait, parallèle à mon axe de courbure, donc parallèle comme ça, ouais, ça va beaucoup mieux, et qui va ensuite être réfléchi en passant par le foyer. Donc, mon foyer, il est ici. Je vais venir réfléchir en passant par le foyer, mais là, mon rayon, il ne traverse pas, là. Il va être réfléchi. Je suis dans un miroir. Donc, mon rayon, comme ça, il réfléchit comme s'il provenait ou comme s'il passait par le foyer. Là, dépendamment de la façon dont tu traces ces rayons-là, si tu veux, tout de suite, tu préfères tes pointillés ou les faire à la fin. Mais là, quand tu as un miroir convexe, c'est toujours des pointillés. Ensuite, deuxième trait. Donc, j'ai un trait qui passe par le foyer. Donc, je vais le regarder, là, c'est comme s'il passait par le foyer comme ça. Là, je vais le tracer de la bonne façon. Donc, il va passer comme s'il passait par le foyer. Mais là, dès qu'il touche le miroir, là, c'est là que ça m'intéresse. Dès qu'il touche le miroir, il va être réfléchi parallèle au centre de courbure, comme ça ici. Là, comme tu vois, là, déjà, ces deux rayons-là, ils sont divergents. Ils ne vont pas du tout dans la même direction. Puis non seulement ils ne vont pas du tout dans la même direction, mais ils s'éloignent les uns des autres. Fait que là, ça nous donne un indice que dans le fond, là, les rayons qui vont nous intéresser vont être de l'autre côté du miroir. Parce que nous autres, on veut un point central qui va pouvoir nous dire elle est où la tête de notre objet. Donc, je vais venir projeter ici ce rayon-là en pointillé de l'autre côté. Je projette le rayon qui est réfléchi. Je projette le rayon qui est réfléchi. Super important. Pas le rayon qui provient de mon personnage. Ça ne m'intéresse pas. C'est le rayon réfléchi. Troisième rayon, il passe par le centre de courbure et revient sur lui-même. Celui-là, c'est le plus facile à tracer. Fait que si tu veux, oups là, j'ai oublié mon pointillé, je recommence. Alors, si tu veux, c'est le rayon que tu préfères en premier.
Donc, dès que je touche mon miroir, je suis dans la zone virtuelle. Donc, je dois être en pointillé. Super! C'est très joli, ça. Donc, j'ai un endroit là, où ça semble se croiser. Là, je dirais à peu près ici. Si toi, tu dis, ah, j'ai plus l'impression que c'est là, pas de problème. C'est bien correct, OK? Donc, moi, je vais vérifier que tes rayons, là, t'as projeté la bonne partie de l'autre côté, de ton côté virtuel. Mais, tu sais, si c'est pas exactement le X, c'est bien correct, là. C'est sûr que si tu me dis, ah, je pense que la tête est là, t'es un petit peu dans le champ de patate. Mais, tu sais, c'est ça. Si c'est autour de quelque chose qui a l'air de se croiser, c'est parfait. Donc, la tête de mon personnage, c'est le petit rond, puis ses pieds vont toucher au pointillé, comme ceci. Donc là, j'ai une image qui est virtuelle parce qu'elle est de l'autre côté du miroir. Quand j'ai une image qui est virtuelle, ça veut dire que son DI, on va y revenir tantôt, il est négatif. Quand j'ai des miroirs qui sont convexes, comme c'est le cas ici, leur foyer est aussi négatif. Pourquoi? Parce que le foyer n'est pas du même côté que l'objet. Pourquoi le DI de l'image est négatif? Parce qu'elle n'est pas du même côté que l'objet. Donc, dès que je suis de l'autre côté de l'objet dans mon miroir, je suis en négatif. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, vous allez avoir accès au tableau de convention des signes pour les miroirs puis pour les lentilles. Mais il faut savoir ce que ça veut dire, OK? Parce qu'il est écrit comme dans le cahier, mais je n'ai pas écrit comme. Ben, c'est ça, c'est écrit comme dans le cahier. Fait qu'il faut comprendre là, ce que ça veut dire. OK, on continue. Être en mesure de tracer les rayons qui déterminent la position de l'image dans un miroir convexe ou concave, on le fait. Dans certains cas, dans des miroirs concaves, si mon objet il est très proche, mais là, ça se pourrait que j'ai quand même une image qui est virtuelle. OK? Donc, le truc, là, ben, le truc. Quand tu traces tes rayons, si les rayons, ils font comme le miroir convexe, puis ont l'air d'être tous les trois là, de plus en plus loin les uns par rapport aux autres, quand tu traces les rayons réfléchis, ça veut dire qu'ils vont venir converger de l'autre côté du miroir. Donc, on va avoir une image qui est virtuelle. Ça va être important de connaître aussi comment tracer dans les miroirs concaves c'est une image qui est virtuelle, mais c'est la même chose que convexe. Tantôt, à la fin, si c'est quelque chose qui est plus difficile pour certains, vous me le direz, puis je pourrais faire un exemple là-dessus aussi. Super. Ensuite, savoir utiliser la formule 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. OK, là, j'avais un petit problème pour expliquer ça. Je vais commencer par qu'est-ce que c'est? 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Donc, dans les miroirs, dans certains cas, on va vous donner la longueur focale ou la distance du foyer, ou on va dire un miroir dont le foyer est de temps. Ça, cette longueur-là, ça correspond à F. Ça ici, c'est F. Je vais juste enlever mes traits. Ici, que ce soit plus clair. Je laisse mon image là, mon petit bonhomme. Donc, j'ai un F ici, qui est la distance du foyer. Le DI, c'est la distance entre mon image et le miroir. Donc, la distance entre mon image et le miroir. Et le DO, je vais les écrire après. Le DO, c'est la distance entre l'objet et le miroir. Et là, le rapport dit que, donc ça c'est F, ça c'est DI, puis ça c'est DO. Donc, 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Donc, dans un problème, à quoi ça peut ressembler? Donc, je vais juste aller chercher le problème que j'avais en tête. J'ai ciblé. C'était toi, pas toi.
Ouais, ça c'est bien. OK, on va faire ça. Fait que c'est la page 70, le numéro 16. Je vais aller le chercher. Je vais faire une impression d'écran, puis je vais le mettre sur... Ah, OK. Puis je vais le mettre sur... Ah non, je vais l'écrire dans le fond. Je vais le mettre sur mon iPad en même temps. Donc, je vais juste le retranscrire rapidement. Ici en bas. Ça sera pas long. J'arrive. Je peux ajouter une... OK, super. Bon. Donc, je vais juste l'écrire là, pendant que vous le regardez, puis après ça, on va le faire. Donc, j'ai un jeune homme se rase le visage à l'aide d'un miroir de poche. Lorsqu'il se trouve à 10 cm d'un miroir, son image est agrandie. Ah oui, OK, c'est ça. 2 fois. Donc, ça va être les... Est-ce que j'en ai un autre? Excusez, là, j'étais super prête, puis finalement, je doute de mes affaires. Je vais juste voir si j'en avais un plus simple pour commencer. C'est pas particulièrement compliqué, là, mais... Ouais, ça revient au même. Celui-là. Ouais, OK. 61, numéro 10. On va commencer avec ça. Bon. Fait que là, c'était le moment d'aller chercher un petit jus, là, pendant que je me plaçais. Alors, on place une bougie à 1,5 cm de hauteur devant un miroir convexe dont le rayon de courbure est de moins 8 cm. L'image de l'objet est située à 2 cm du miroir et mesure 0,75 cm de hauteur. Et là, je vais faire le C. Quelle distance du miroir l'objet se trouve-t-il? Alors, on a une bougie de 1,5 cm. Là, je l'écris, mais après ça, je vais vous le montrer. Donc, le 1,5 cm, c'est le HO. Donc, la hauteur de mon objet, elle est de 1,5 cm. Donc, ça se peut que j'en ai besoin pour ma deuxième formule là, que vous connaissez, mais qui est comme dans la deuxième phrase. Mais pour l'instant, on en a... Non, c'est ça, pas besoin. Ensuite, de hauteur devant un miroir convexe. OK. Moi, ce que je fais, quand je vois ça dans un problème, c'est écrit miroir convexe. Ce que je fais sur ma feuille, ici, j'écris convexe. Et là, j'écris les choses que je le sais que ça va être comme ça. Donc, je sais qu'un miroir convexe, mon foyer est négatif. Ça, je le sais, c'est automatique. Moi, après ça, là, si je ne l'écris pas, des fois, j'ai tendance à oublier de le mettre négatif dans ma formule. Fait que je me l'écris sur le côté. Convexe, foyer négatif. Je sais aussi que quand c'est convexe, mes images sont toujours virtuelles. Ça, je le sais. C'est tout le temps virtuel quand j'ai un miroir convexe. Donc, je sais que mon DI, c'est sûr qu'il va être négatif parce qu'il va être de l'autre côté du miroir que mon objet. Donc, ça m'aide pour plus tard dans mon problème, vérifier que toutes mes affaires fonctionnent. Miroir convexe dont le rayon de courbure est de moins 8 cm. Donc, rayon de courbure, ça, c'est C, moins 8 cm. L'image de l'objet est située à 2 cm du miroir et mesure 0,75 cm de hauteur. Donc, l'image de l'objet, ça veut dire que mon DI, donc la distance entre mon image et mon objet, est à 2 cm du miroir. Puis l'image de mon objet, ça c'est HI, elle est à 0,75 cm. OK. Et là, on demande à quelle distance du miroir l'objet se trouve-t-il? Donc, moi, ce que je cherche, dans le fond, c'est mon DO. À quelle distance de l'objet, le miroir, du miroir, l'objet se trouve-t-il? Oui, c'est ça. OK. Donc, j'ai un rayon de courbure de moins 8 cm. Je sais que mon rayon de courbure, c'est toujours le double de mon foyer. Donc, mon foyer, il va être situé à moins 4 cm. C'est la moitié. Ensuite, j'ai un DI de 2 cm. Ouh! Pour vrai, une chance, je l'écris parce que ça, c'est sûr, je l'aurais oublié.
parce qu'il n'est pas écrit dans le problème. Donc, mon DI, il est négatif. Pourquoi? Parce que c'est un miroir qui est convexe et les images sont toujours négatives. Donc, ici, j'ai un DI qui va être négatif, moins 2 cm. Un HI de 0,75 cm, puis un DO, c'est ce que je cherche. Ça, là, mettons que tu as une feuille aide-mémoire pour cet examen-là. Je dis ça de même. Peut-être que ça vaudrait la peine de te l'écrire dessus. Parce que c'est le genre d'affaire qui est vraiment facile à oublier. OK, donc je cherche le DO. Je vais utiliser ma formule qui dit que 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Donc, 1 sur F, F c'est moins 4 cm. 1 sur moins 4 cm est égal à 1 sur moins 2 cm plus 1 sur DO. Je cherche DO. Ici, je vais venir isoler mon DO. Donc, pour ce faire, je vais soustraire cette section ici de chacune du côté, j'ai encerclé l'autre, donc cette section-ci de chaque côté de l'égalité. Donc là, vu qu'il y a un moins, je vais faire un plus des deux côtés, ou encore, si tu veux, tu pourrais faire moins, moins, là, ça revient au même. Donc si je vais faire plus 1 sur 2 cm des deux côtés, plus 1 sur 2 cm, parce que je veux l'annuler, là, 1 sur moins 2, 1 sur 2, voilà. Donc, 1 sur 2 cm plus moins 1 sur 4 cm est égal à 1 sur DO. Je veux isoler mon DO. Donc, ça me donne moins 0,25 cm. Non, plus 0,25 cm est égal à 1 sur DO. Donc, je vais faire 1 sur 0,25 est égal à DO. Ou encore, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre ton 0,25 cm sur 1 et là, faire un produit croisé pour venir isoler ton DO ici. Donc, ma distance de l'objet à mon miroir revient à 4 cm. Donc, quand on dit dans votre savoir utiliser la formule, c'est savoir faire exactement ça. Donc, être capable d'identifier le DI, le DO, la longueur focale avec des éléments d'un problème. Souvent, ce qu'on va faire dans un problème, c'est qu'il va avoir les deux formules. Il va avoir aussi celle du grandissement. Et le celle du grandissement va te permettre de trouver un élément qui te manque pour utiliser cette formule-ci, ou cette formule-là va te permettre de trouver un élément qui te manque pour pouvoir utiliser celle du grandissement. Donc, souvent, ils vont être interreliés. Et c'est ce que je voulais te montrer avec le fameux exemple de tantôt qui était page 70, 71, numéro 16. Donc, prochain exemple, 70, numéro 16. OK. Donc, un jeune homme, je vais juste descendre pour prendre mes petites notes en même temps. Un jeune homme se rase le visage à l'aide d'un miroir de poche. Lorsqu'il se trouve à 10 cm du miroir, son image est agrandie 2 fois. Quelle est la longueur focale du miroir? Là, pas de panique. Là. Si tu te dis comme « Oh my God, j'ai vraiment pas assez d'informations. » Tu vas voir, tout va bien. Donc, on a des informations ici. Lorsqu'il se trouve à 10 cm du miroir, ça, c'est la distance entre l'objet, c'est le jeune homme, et le miroir. Son image est agrandie 2 fois. Ça, c'est le grandissement. On va pouvoir utiliser. Et on cherche la longueur focale du miroir. Donc, je vais juste écrire ça. Je cherche F. Alors, ici. Donc, je cherche F. C'est ce que je n'ai pas. La distance entre l'objet et le miroir, elle est de 10 cm. Et j'ai le grandissement qui est de 2. Donc, son image est agrandie 2 fois. Et je cherche la longueur focale. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, premièrement, mes deux formules. Je sais que 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO.
Là, vous allez avoir droit aussi à votre feuille de formule. Je sais aussi, et ça, c'est mon autre formule de tantôt, que le grandissement est égal à HI sur HO, qui est égal à moins DI sur DO. Bon, là, je vais regarder là, les informations que j'ai pour bien identifier ce que je vais choisir comme formule. Donc, je vais juste venir la prendre, je vais venir la déplacer, je vais la mettre ici. OK. Alors, moi, je cherche F ici et j'ai DO. Ça va bien. Donc, pour trouver F avec DO, ce qui me manque, c'est DI. Comment est-ce que je peux trouver DI? J'ai aussi le grandissement. Donc, j'ai le grandissement qui est ici. Je n'ai pas HI. Donc, HI, là, la hauteur de l'image, je n'avais pas ça dans mon problème. Donc, HI, je ne l'ai pas. Je n'ai pas HO non plus. Donc, ça tombe bien. Là, cette partie-là, je ne pourrais pas l'utiliser. Mais, j'ai DO. Oh, comme c'est merveilleux. Donc, j'ai mon DO qui est ici. Ça veut dire que avec mon grandissement et avec ma distance d'objet, je vais pouvoir venir trouver mon DI. Et là, avec mon DI ici, je vais pouvoir venir le placer dans cette formule-là pour après ça identifier le F. Donc, ça va très, très bien, mes affaires. C'est ce que je vais faire. Cette formule-là, ici, là, la formule du grandissement, c'est une double égalité. Ça veut dire que tu peux utiliser l'une ou l'autre des parties de l'égalité en fonction de ce que tu as besoin. Donc, tu peux utiliser juste cette partie-là. Le grandissement est égal à HI sur HO. Tu peux aussi utiliser le grandissement qui est égal à moins DI sur DO. Donc, juste cette partie-là. Nous autres, c'est ça qu'on va faire. Puis, tu peux utiliser aussi HI sur HO est égal à moins DI sur moins DO. Sur DO. Donc, c'est une double égalité. Ça veut dire que tu peux utiliser chacune des parties ensemble ou pas. Tu peux même utiliser tout ensemble si tu veux, mais c'est rare qu'on en a besoin. Donc, j'ai dit ma première chose que je venais aller chercher mon DI de cette façon-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je sais que le grandissement est égal à... excusez, je faisais deux choses dans ma tête en même temps. Donc, le grandissement est égal à moins DI sur DO. Donc, 2 est égal à moins DI sur DO. Mon Dieu, je pense encore à d'autres choses. Concentre-toi, Alexandra. 2 est égal à moins DI sur 10 cm. Donc, pour isoler mon moins DI, je vais faire fois 10 des deux côtés de mon égalité. Fois 10 ici, fois 10 là. Ça veut dire que moins 20 est égal à moins DI. Donc, je pourrais dire, ben là, mon petit signe négatif ici, là, il me fatigue, j'en ai pas besoin. J'aimerais ça isoler, voir si, tu sais, en fait, c'est ça, j'ai un signe négatif de part et d'autre de mon égalité. Fait que je peux aussi multiplier par moins 1 pour enlever ce signe négatif-là, de part et d'autre de mon égalité. Donc, ça veut dire que 20 est égal à DI. Donc, voilà. Donc, DI est égal à 20. Donc, DI est égal... Oui, c'est ça. Je me suis trompée? Non, c'est ça. Correct. Exact. Donc, DI est égal à 20. Super. Ensuite, je vais utiliser ma formule ici. 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO pour identifier ma longueur focale. Donc, 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Donc, 1 sur F est égal à 1 sur 20 plus 1 sur 10. Non, c'est pas pour toi. Ouch, ouch. 1 sur F est égal à... Oh, je ne m'étais pas rendu là. Donc, ensuite, ça va me donner un truc. Donc, c'est ça. 1 sur... Alors, je peux le calculer dans le fond. Ah non, je n'ai pas ma calculatrice. Et là, je vais faire ce truc sur 1 qui va me donner une longueur focale de 20 cm.
Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va utiliser les deux formules ensemble. Donc, l'une va nous permettre d'aller chercher l'autre chose dont on a besoin. Je continue. Je vais essayer de me ressaisir. Là, je pars dans l'une dans ma propre tête pendant que je fais d'autres choses. Ça va pas super bien pour faire des récupérations. Bon! Super! On change de sujet. Ça va m'aider. Réfraction. Comprendre le principe de réfraction. La lumière voyage moins vite dans les milieux que l'air. Ça, en fait, c'est de comprendre le principe général. Ça se pourrait que ça soit parce que je vais te poser des questions à choix multiples sur ce sujet-là. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai mis cet énoncé-là de cette façon-là. Ce qu'on veut dire, là, que le principe de réfraction, la lumière voyage moins vite dans les milieux clairs, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes qu'un rayon, donc là, ici, là, par exemple, j'ai une différence de 2 milieux. Donc, quand j'ai un rayon qui a un certain angle, qui voyage dans l'air avec une certaine rapidité, là, je peux-tu le grossir? Non, c'est pas ça que je voulais. Bon, tant pis. Ah oui, c'est là. Ah, gros rayon. OK. Donc, si j'ai un gros rayon comme ça qui va venir toucher ma surface, la partie qui touche ma surface en premier, donc la petite partie là, ici, là, vous la voyez, là, elle touche la surface en premier, elle va ralentir en premier. Donc, ça va faire que cette partie-là qui touche la surface en premier va aller moins vite, tandis que l'autre partie va continuer à aller plus vite et ça va faire dévier mon rayon comme ça ici. Puis c'est le pire rayon de l'histoire, mais c'est pour comprendre le principe. Donc, ce que ça veut dire, ce principe-là, c'est que si, par exemple, je vous demande est-ce que c'est possible d'avoir un indice de réfraction qui va être moins que 1? Non, c'est pas possible parce que l'indice de réfraction, en fait, va te rendre compte de la diminution de vitesse de ton rayon entre les milieux. Donc, comme il voyage moins vite dans tous les milieux que l'air, ben, l'indice de réfraction va toujours être plus grand que 1. Toujours, toujours supérieur. Donc, toujours, toujours, toujours. Oh, Seigneur, Alex. Bon, c'est toujours plus grand que 1. Les indices de réfraction sont toujours, toujours plus grands que 1. Comme ils voyagent moins vite dans l'air, dans tous les milieux que l'air, ils vont avoir tendance à ralentir chaque fois qu'ils vont entrer dans un milieu. Et ça veut dire aussi que si un rayon passe d'un milieu à l'air, il va aller plus vite, donc il va avoir tendance à accélérer. Ici, savoir que plus le milieu est réfractant, plus l'indice de réfraction sera grand. Donc, dans les milieux qui sont très réfractants, on peut avoir des indices de réfraction qui vont aller jusqu'à 1,60. Puis dans des milieux qui sont peu réfractants, ben, on va avoir des indices de réfraction qui vont se situer proches de 1. Donc, comprendre le principe de réfraction, que la lumière voyage moins vite dans les milieux que dans l'air, ça veut dire aussi que ça se pourrait là, considérer la ligne bleue ici comme un changement de milieu. Ça se pourrait que je te dise comme, hey, voici des milieux ici. Et là, j'ai un rayon qui s'en vient comme ça, qui touche la surface. Et puis là, qui est dévié. Là, je vais faire encore plus, pour qu'il soit encore plus clair. Là. Donc, il touche la surface comme ça. Puis là, il y a un rayon qui est dévié là, comme ça ici. Donc, là, très, très fortement. Puis là, j'ai un autre rayon qui touche la surface. Puis là, qui est dévié beaucoup moins fortement. Puis là, j'ai un rayon qui touche la surface, puis là, qui est dévié comme entre les deux. Puis là, je te demande, hey, ben, c'est lequel, d'après toi, entre le milieu A, le milieu B et le milieu C, qui est le plus réfractant? Puis là, tu me dirais, ah, ben, c'est le milieu A, parce que c'est ce milieu-là où la vitesse est la moins élevée. C'est là où est-ce que le rayon, il va être le plus réfracté. Fait que l'angle va être le plus petit. Puis là, je pourrais aussi te demander, c'est lequel de ces milieux dont l'indice de réfraction se rapproche le plus de l'air? Puis là, tu me dirais, ben c'est le milieu B, parce que ce milieu-là, le rayon, il est presque pas réfracté. Donc, il est presque la même chose que quand il était dans l'air ici. Fait que ce milieu-là, là, il n'y a pas beaucoup, l'indice de réfraction doit être assez proche de celui de l'air. Ça va? Donc, c'est ça qu'on veut dire aussi de comprendre en général là, comment ça marche, des indices de réfraction. OK. Ensuite, on dit ici
Ah oui, je vous l'ai déjà dit, je pense, là, mais ou peut-être pas. Le tableau avec tous les indices de réfraction et toutes les vitesses de lumière dans ces milieux va être donné aussi à l'examen. Fait que c'est le tableau qui est dans ce coin-ci, ici. Donc, ce tableau-là vous est fourni au complet, avec la constante du vide aussi. Puis, donc, la vitesse, puis l'indice de réfraction là. Fait que tous les indices de réfraction qui sont là, tout ça, c'est donné. OK. Ensuite, être en mesure de trouver l'indice de réfraction en utilisant le rapport entre la vitesse des rayons dans le milieu et la vitesse de la lumière. Donc, être capable d'utiliser la formule n est égal à c sur v. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu saches que c, c'est la vitesse de la lumière, puis que c'est une constante et que le c, c'est toujours 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Tout le temps. OK, ça, c'est une constante. C pour constante. C'est pas C pour constante, là, mais c'est C qui est une constante. Voilà. Ensuite, donc, l'indice de réfraction, c'est la vitesse de la lumière sur la vitesse de la lumière dans un autre milieu. Donc, par exemple, j'avais ciblé un exemple pour ça. Je fais beaucoup de bruit comme ça, je donne l'impression que je travaille. Page 81. Numéro 5. OK, donc ça, c'est le genre de questions qui pourraient vous être posées ou est-ce que vous auriez besoin d'utiliser la formule n est égal à c sur v. Donc, je me prépare à écrire. Anti-rose. Donc, la lumière parcourt 0,80 mètres en 4,10 à la moins 9 secondes dans une substance. Quel est l'indice de réfraction de cette substance? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, là, c'est même un tout petit peu plus compliqué que ce que je vais vous demander à l'examen. Donc, premièrement, là, tu as une distance parcourue qui est 0,80 mètres et il y a un temps qui est 4,0 fois 10 à la moins 9 secondes. Et là, tu cherches l'indice de réfraction, donc le N. Et là, ça ne sera pas long, je vais vous montrer ma feuille. Et j'ai aussi la constante de la vitesse de la lumière dans le vide, qui est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Super. Okay. Voilà. Donc, je cherche le N. Je sais que N est égal à C sur V. Je sais aussi que la vitesse, parce que je le sais dans la vie, est égale à la distance sur le temps. Donc, je vais venir trouver ma vitesse en premier. Là, comme je vous ai dit, c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que je vais vous demander à l'examen. À l'examen, ça va être juste cette partie-là. Mais pour le plaisir, on va le faire quand même. Donc, la vitesse est égale à la distance, 0,80 mètres, sur le temps, 4 fois 10 à la moins 9 secondes. Donc, quand je fais ce calcul, ça me donne une vitesse qui est égale à 2 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, j'ai la vitesse et j'ai la constante C. Donc, je vais pouvoir trouver mon indice de réfraction. N est égal à C, qui est 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde, divisé par la vitesse de la lumière dans mon milieu inconnu, 2 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Et là, avant de rentrer tout ça dans ta calculatrice, ben là, tu peux tout de suite simplifier ta fraction.
Donc, ici, le fois 10 à la 8 mètres par seconde, il est en haut et en bas de ma fraction, donc, de mon équation, fait que je peux l'enlever. Donc, mon n va être égal à juste 2 sur 3. C'est beaucoup plus simple. Et donc, je vais calculer 2 sur 3, n va être égal à 1,5. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est te dire, OK, ben là, même maintenant que tu as trouvé cet indice de réfraction-là, dis-moi donc, c'est quel milieu? Et là, tu utiliserais ce tableau et tu me dirais, ah, ça semble être du benzène. Donc, tu me dirais, si je te demandais quel est le milieu, et là, tu pourrais me dire, c'est du benzène. Benzène, peu importe. En rapportant à ton indice de réfraction. OK, ça avance bien nos affaires. Ça avance bien. Ça se peut qu'on dépasse 9 heures. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Être en mesure, ça c'est dit. Être en mesure de tracer les rayons réfractés selon un indice de réfraction ou identifier un indice de réfraction en fonction de rayons réfractés. Ça, en gros, ça veut dire utiliser la formule N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Il faut que tu sois capable soit de tracer des rayons, donc tracer les rayons, ou encore identifier un angle en fonction de ce qu'on te donne comme information. Donc, on va faire les deux. Premier exemple, le numéro 10. Non, ça va être pour tantôt. J'avais un super bel exemple. Plus loin. Alors, vraiment le fun en plus à faire. C'était ici. OK. Donc, calculer l'angle de réfraction du rayon lumineux traversant chacune des substances indiquées ci-contre. Donc, je vais juste faire une petite capture d'écran. Je vais l'envoyer sur mon iPad. Là, partager, airdrop, anti-iPad. OK. OK. Et parfait. Là, je vais aller mettre ça. Ici. Ce sera pas long, j'arrive. Je vais m'importer ma petite image. Image. Bon, là, il y a plein de... Ah, vous les voyez pas, c'est génial. OK, c'est vraiment bien fait. Calculer l'angle de réfraction du rayon lumineux traversant chacune des substances ci-contre. Oh, ça va être le fun, ça. Donc, si on fait juste le calcul, ben, ça va être juste le calcul, mais je pourrais aussi te demander de tracer le rayon. Alors, quand tu traces le rayon, ce qui est super important, c'est premièrement de te tracer une normale. Donc, ta normale, là, elle va partir du point de réfraction, mais le point d'incidence, en fait, le point là, où est-ce que le rayon va toucher la substance, et elle va être tracée perpendiculairement à la différence de milieu. Okay? Donc, par exemple, okay, si, mettons, là, je te mets une autre forme, cette forme-là, comme ça. Puis là, je te mets un autre rayon, ici, qui va venir frapper la surface. Bien là, ta normale, là, elle doit être perpendiculaire à la jonction des deux milieux qui est ici. Fait que ta normale, il va falloir qu'elle soit comme ça ici, perpendiculaire à la jonction des deux milieux, comme avec nos miroirs. Et là, la normale, elle passe de part et d'autre des deux milieux et la réfraction de ton rayon, là, il va être réfracté un petit peu, OK? C'est pas comme une réfraction, c'est pas une diminution de vitesse épouvantable qui ferait, par exemple, que ton auto a fait comme un capote, là, dans le sens que là, elle tourne complètement là, dans tous les sens. Elle va juste comme ton rayon, il dévie un petit peu. Fait qu'il va conserver
sa course, si tu veux. Fait qu'à la place là, de faire une course qui est comme ça, qui va être droite, il va être dévié un petit peu. Donc, il va être dévié, par exemple, ici, là, un petit peu vers la normale. Ça veut dire que le premier angle, c'est un angle qui va être, par exemple, à gauche de la normale, puis l'angle réfracté, il va, ici, à droite de la normale, puis là, l'angle réfracté, il va être à gauche de la normale. Ça, c'est super important. OK? Ton rayon, là, il ne fait pas ça de même, là. Il va vraiment comme juste se réfracter un petit peu. Fait que quand tu vas tracer ta normale, il y a un des angles qui va être d'un bord de la normale, puis l'autre angle, il va être de l'autre côté de la normale. Bon, OK, là, je reviens ici. Alors, calculer l'angle de réfraction du rayon lumineux traversant chacune des substances indiquées ci-contre. Donc là, je vais juste en faire un ou deux, là, je ne les ferai pas toutes. Donc, on passe de l'air à l'huile minérale. J'ai un angle de 55 degrés. Ça va être mon angle 1. Donc, ma formule, elle dit que N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Donc, N1, c'est l'indice de réfraction de mon milieu de départ. θ1, c'est l'angle de mon rayon incident, donc de mon rayon dans mon milieu de départ. N2, c'est l'indice de réfraction de mon milieu d'arrivée. Puis θ2, ça va être l'angle que va avoir mon rayon après avoir traversé avec la normale. Donc, il va être ici, là, cet angle-là. Donc, c'est cet angle-là que je vais chercher. Donc, j'ai beaucoup d'informations là déjà. Donc, j'ai mon petit tableau. Tantôt, là, oups, c'est pas ça que je l'ai effacé. J'ai mon petit tableau de tantôt qui me donne mes indices de réfraction de mes milieux. Donc, moi, je les avais notés. Pour l'huile minérale, vois-tu? Ah oui. Donc, l'huile minérale, l'indice de réfraction, c'est 1,48. Tu n'as pas besoin de savoir ça par cœur. Tu as un tableau pour ça. Pour l'air, l'indice de réfraction, c'est 1. Donc, ça, c'est N, c'est son indice de réfraction. Alors, N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Donc, mon N1, c'est 1 ou 1,00, si tu es plus confortable comme ça. C'est mon indice de réfraction de mon premier milieu. θ1, c'est mon angle de mon rayon incident, donc 55 degrés. N2, mon indice de réfraction de mon deuxième milieu, donc 1,48. Puis, θ2, c'est l'angle que je cherche. Donc, je veux savoir là, de combien est-ce qu'il va être réfracté, cet angle-là. Je vais utiliser ma formule. Donc, 1 fois sin de 55 est égal à 1,48 sin θ2. Je divise par 1,48 de part et d'autre de ma formule. Donc, 1 fois sin de 55 divisé par 1,48 égale sin θ2. Donc, tout ça est égal à, je vais l'écrire comme ça, enlever ce petit bout-là, est égal à sin θ2. Comme ceci. Ensuite, donc ça va me donner un chiffre que je n'ai pas dans mon cahier. Non, que je n'ai pas. Je l'ai-tu? Non, je ne l'ai pas. OK. Ça va te donner un chiffre quelconque. En fait, ça va te donner un nombre à virgule, un nombre décimal. Et là, tu dois faire sin moins 1 sur ta calculatrice de cette réponse-là. Ça va te donner ton θ2. Donc, dans ce cas-ci, notre θ2, donc notre angle est de 33,60 degrés. Donc, si je te demande après ça de le tracer, ce que tu vas faire, tu vas prendre ton rapporteur d'angle, tu vas le placer là, en rond comme ça autour. Là.
sur ta normale. Ça, c'est le rapporteur d'angle, puis ça, c'est toutes les... Voilà, toutes les variations de degrés. C'est beau, hein? Et là, tu vas identifier 33,6. Mettons que c'est à peu près ici, sur ton rapporteur d'angle. Puis là, tu vas tracer ton rayon. Wow! Comme ça. Donc, ton rayon, là, réfracté, là, son angle, il est ici. Donc, il est de l'autre côté de la normale. OK? Là, ça fait des... C'est ça. Donc, j'ai un angle ici, par exemple, à gauche de la normale, puis là, il va être réfracté. Je vais calculer l'angle à droite de la normale. Je vais effacer mon petit rapporteur d'angle. Voilà. Joli. Alors, cet angle-là, de 33,60 degrés. Donc, je vais te demander là, à l'examen d'être capable de tracer ça. OK? Puis capable d'identifier cet angle-là. Je pourrais aussi, dans un autre cas, te demander, là, hey, dis-moi donc, c'est quoi ce milieu-là? Donc, par exemple, on va faire un même exemple ici. Tu as l'angle de 33,6 degrés, mais tu ne sais pas que c'est de l'huile minérale. Donc, c'est un milieu qui est inconnu. Puis on te demande, hey, c'est quoi ce milieu-là? Donc, comment on va le faire? On va utiliser la même formule. Mon N1, c'est toujours mon indice de réfraction de mon milieu de départ. Donc, dans ce cas-ci, ça serait l'air 1,00. Θ1, toujours mon angle avec lequel mon rayon va frapper, donc 55 degrés. Et là, j'ai mon θ2. Donc, je sais que l'angle réfracté est de 33,60 degrés. Et je vais chercher mon N2. Donc, je vais chercher mon indice de réfraction de mon deuxième milieu. Je vais utiliser exactement la même formule. Donc, N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Donc, 1,00 fois sin de 55 égale à N2 sin de 33,6. Donc, je vais diviser par sin de 33,6 de part et d'autre de ma formule. C'est ici. Donc, j'ai 1 fois sin de 55 divisé par sin de 33,6. Oups. Donc, ça va me donner 1,48 est égal à N2. Ça, c'est mon indice de réfraction 2. Et là, je vais voir dans mon petit tableau et je regarde, bon, ben c'est quoi ça, 1,48? Ah, c'est de l'huile minérale. Puis comme ça, je peux identifier aussi un milieu de cette façon-là. Puis il y a des bonnes chances là, qu'à l'examen, je te demande de faire soit l'un, soit les deux, soit l'autre, soit les deux. Il faut que tu sois capable de le faire. OK, super. Fait que ça, on a fini. Yay! Lentilles! Oh, il est 9 heures. OK. Lentilles. Oups. Lentilles. Ça va aller vite, il y a des choses qu'on a déjà vues. Être en mesure de reconnaître l'emplacement du foyer principal et secondaire dans les lentilles convergentes et divergentes. OK. Bon. Je vais effacer ces pages-là juste un instant. Ça en fait beaucoup. Toi, puis toi, puis toi, toi. Effacer. Voilà. OK, super. Donc, être en mesure d'identifier le foyer principal et le foyer secondaire dans les lentilles convergentes et divergentes. L'objectif des lentilles, c'est de laisser passer des rayons. Donc, comme le but d'une lentille, c'est de laisser passer les rayons, le foyer principal est à l'endroit où est-ce qu'on va avoir la convergence des rayons. Donc, le principal dans une lentille convergente va être de l'autre côté de la lentille que l'objet. Parce que ma lentille convergente, elle fait converger les rayons. Donc, elle fait en sorte que les rayons qui la traversent vont avoir tendance à se rejoindre vers un point, converge. Okay? Ça veut dire que mon foyer principal, il est de l'autre côté de ma lentille que mon objet. Mon foyer secondaire, il est du même côté de la lentille que mon objet.
Dans le cas des lentilles divergentes, c'est l'inverse. Donc, le foyer secondaire, il est de l'autre côté de ma lentille que mon objet parce que c'est l'endroit où est-ce que les rayons qui vont être réfractés, en fait, ils vont comme diverger les uns des autres dans la lentille divergente comme ça. Puis dans le foyer principal est du même côté que l'objet parce que c'est à cet endroit-là que les rayons vont sembler converger. OK? Donc, tu peux juste la prendre par cœur. Là. Foyer principal pour les foyers, pour les lentilles les lentilles divergentes, il est du même côté que de l'objet que la lentille. Le foyer principal pour les lentilles convergentes, il est de l'autre côté de l'objet, de la lentille que l'objet. Le foyer secondaire, il est juste l'autre bord que le foyer principal. Donc, contrairement au miroir, le centre de courbure, ça c'est le centre de ma lentille, mais le centre de courbure ne correspond pas au double du foyer. Donc, le foyer, en fait, va dépendre, ou la longueur focale va dépendre de l'indice de réfraction du milieu ou du matériau de ma lentille. Donc, oui, il va dépendre du grand rond là, qui compose ma lentille. Là. Donc, là, si je fais comme un grand rond ici, là, qui compose comme toute ma lentille, le centre de courbure là, de ces deux lentilles-là pourrait être ici. Okay? Mais le foyer ne correspondra pas à la moitié de ça. Donc, pour deux lentilles qui pourraient être pareilles, je pourrais avoir un foyer ici ou un foyer là. Si, par exemple, j'ai une lentille qui est en verre, puis j'ai une autre lentille qui est en diamant, là, par exemple. Donc, en fonction du milieu, donc le matériau dans lequel il est fait, la position du foyer va diverger. Cependant, la distance entre le foyer principal et le foyer secondaire est la même du centre de courbure. Donc, si je vous donne le foyer principal ici, puis je vous dis, où est le foyer secondaire? Là, tu prends ta règle ou là, tu peux compter les picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picots. Donc, mon foyer secondaire va être ici, à la même distance de la lentille que mon foyer principal. Le foyer secondaire et le foyer principal, c'est ultra important parce que, contrairement au miroir, quand on va faire les tracés, il faut comme passer par les bons foyers avec les bonnes lignes. Sinon, on n'aura pas les bonnes positions d'image. Ça, c'est la difficulté. Donc, être en mesure de reconnaître l'emplacement du foyer principal et secondaire dans les lentilles convergentes et divergentes, super. Comprendre les caractéristiques d'une image en fonction de sa position et de la lentille. OK. Encore une fois, les lentilles, leur objectif, c'est de faire traverser la lumière. Donc, les objets qui se situent de l'autre côté de la lentille, c'est des objets qui ont comme réussi leur réfraction. La lentille, elle a comme réussi à bien faire passer cet objet-là. Donc, ça, ce sont des objets qui sont réels. Quand ce sont des objets qui sont réels, ça veut dire qu'on peut les imprimer sur une feuille de papier. Ça, c'est l'expérience que vous avez faite, où c'était pas comme un astronaute, c'était comme une lumière avec une lettre là, sur cette lumière-là. Puis vous autres, vous aviez des images qui étaient réelles et inversées comme ça. Ils étaient réels, là, tu pouvais les mettre sur une feuille de papier. Donc, dans les lentilles convergentes, on peut avoir des images qui sont réelles. On peut aussi avoir des images qui sont virtuelles. Les images qui sont virtuelles, ils vont se situer du même côté de la lentille que l'objet. Ces images-là, on ne peut pas les mettre sur une feuille de papier. Elles sont virtuelles. Okay? Comme dans le cas des miroirs. Donc, tu ne peux pas mettre une feuille de papier sur une image qui est dans un miroir. Ça ne marche pas quand l'image elle est virtuelle. Donc, c'est la même chose. Dans le cas des lentilles divergentes, les images sont toujours virtuelles. Fait que quand c'est divergent, c'est tout le temps virtuel. Tout le temps. Donc, réel. Tiens, je vais juste mettre pour image. OK. Parfait. Être en mesure de tracer les rayons qui déterminent la position d'une image dans une lentille convergente ou divergente. OK, on va faire ça. Je vais en faire deux.
Donc, c'est une lentille convergente. Ça va être très clair. Et si ce n'est pas clair dans l'examen, si c'est une lentille convergente ou divergente, tu peux me le demander. Je vais t'aider. À moins que ça soit dit, là, c'est comme. Ben non, même si c'est dit, je peux te dire pareil. Donc, premier tracé. Et c'est là où ça devient plus difficile parce que les tracés ont une importance. Premier tracé, parallèle, foyer principal. Donc, premier tracé, là, c'est les 2 P, les parallèle, foyer principal. Donc, tu pars du haut de ton objet, tu traces un trait qui est parallèle au centre de courbure et qui passe ensuite par le foyer principal de ta lentille. OK? Deuxième trait, il passe par le foyer secondaire, il se rend jusqu'à la lentille. Le but, c'est de se rendre jusqu'à la lentille. Et quand il traverse la lentille, il va être parallèle au centre de courbure. Ça, c'est mon deuxième tracé. Premier trait. Troisième trait, il passe par le centre de la lentille. Vous avez vu, là, j'ai découvert que je peux faire des lignes comme ça. Il passe par le centre de la lentille et il traverse la lentille, comme ça ici. Tout comme dans les miroirs, la jonction entre mes 3 traits correspond au haut de l'image de mon personnage. Donc ici, mon personnage, comme ça ici, inversé. Ça va? Donc, je ne te demanderai pas là, de tracer les bouches ou les lunettes à la bonne ou à la mauvaise place. L'important, c'est que tu identifies la position du haut de sa tête. Ses pieds au centre. Pourquoi? Parce que là, premier trait parallèle pour les pieds. Et là, passe par le foyer principal. Ah ben. Ensuite, deuxième trait, passe par le foyer secondaire. Puis ensuite, parallèle. Ah, ça fait la même chose. Troisième trait, passe par le centre de la lentille. Ah ben, encore le même trait. Ça veut dire que les pieds ils restent sur le centre de courbure de ma lentille. OK, je vais en faire un autre. Je vais faire celle où est-ce qu'il est directement sur le foyer. Foyer secondaire. Alors, première chose que je dois faire ici, je dois venir placer mon foyer principal. Fait que là, vu que je suis paresseuse, je vais faire comme ça. Je vais faire une petite ligne. Je vais prendre ma petite ligne. Je vais la déplacer l'autre bord. OK. Puis là, mon foyer principal, il est ici. Foyer principal de l'autre côté de la lentille pour les lentilles qui sont convergentes et les foyers secondaires du même côté que l'objet. Premier rayon. Premier rayon, c'est les 2 P, les parallèles. Et passe par le foyer principal. Voilà. Deuxième rayon. J'avais fait rouge, hein? Ouais. Passe par le foyer secondaire. Et là, après ça, va jusqu'à la lentille. Oh, ça marche pas. Je veux le faire droit. Passe par le foyer secondaire. Et là, mais là, il ne touche jamais à la lentille. Ah, eh bien. Troisième trait, passe par le centre de la lentille. C'est ici. Donc, comme tu vois, il n'y a aucune convergence. Il n'y a nulle part où est-ce que ces traits-là vont pouvoir se relier ensemble. Même si je continue ce trait-là, là, par exemple, de façon que je dis, ah ben là, c'est peut-être virtuel, puis que je continue mes 3 traits. Regarde, ils sont encore là, divergents les uns des autres. Donc, quand j'ai un objet qui est sur le foyer secondaire de ma lentille, aucune image n'est créée. Aucune image. Ouh. OK. Je vais juste te faire un exemple de pourquoi c'est important de faire les bons traits. Donc, si par exemple, là, je me suis mêlée, puis là, je me dis, ah ouais, là, mon foyer secondaire est ici, mon foyer principal il est là. Premier trait, je passe parallèle. Là, ensuite, je passe par mon foyer secondaire. OK, je vais être comme ça. Deuxième trait,
Je passe par mon foyer principal. Et là, quand je touche ma lentille, je passe par mon foyer principal. Puis là, après ça, je reviens, je traverse, puis là, je suis parallèle. OK. Puis là, mon troisième trait, je passe par le centre de la lentille. Là, ça ne marche pas en toutes tes affaires. Là, il n'y a rien qui va se relier les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé les bons traits. Puis là, même si tu dis, ah ouais, mais là, ce trait-là, peut-être que, tu sais, je peux, genre, continuer, comme dans les lentilles, tu sais, là, je me dis, ah ben là, là, ça doit être parce qu'il est virtuel, fait qu'il doit aller ici. Ben, c'est ça l'affaire. Si tu n'utilises pas les bons picots, ça, c'est une lentille convergente. Avec les bons traits, avec les bons foyers, tu n'auras pas les bonnes positions d'image, même si tu as un endroit où il semble avoir une convergence de rayons. Fait que là, juste pour être sûr, là, je vais te le remontrer là, comment tu dois le faire. OK? Premier trait, c'est les deux. Donc, premier trait, parallèle. Quand tu touches à la lentille, au centre de la lentille, il va vers le foyer principal. Pardon. Deuxième trait, passe par le foyer secondaire. Quand il touche au centre de la lentille, il est dévié parallèle. Troisième trait, passe par le centre de courbure. Et voilà. Et là, j'ai ma convergence de mes trois rayons. J'ai mon petit astronaute qui va être ici, la tête en bas. Lentille convergente, divergente maintenant. Divergente. Ben, je vais faire elle. Parce que j'avais déjà... Non, je n'avais pas déjà mon foyer. Donc, divergente. Là, je sais que quand c'est une lentille qui est divergente, mes images, elles sont toujours virtuelles. Donc, ça me donne déjà un indice. Alors, première chose, je vais venir placer mon foyer principal. Donc, vu que je suis paresseuse encore, puis qu'il commence à être tard, je vais venir placer mon foyer principal. Voilà, je vais le prendre ici. Fait que mon foyer principal est ici. Foyer principal. Lentille divergente, le foyer secondaire, il est de l'autre côté de la lentille que l'objet. Puis le foyer principal, il est du même côté de la lentille que l'objet. Là, dans une feuille à mémoire, ça pourrait être bien d'écrire ça. Juste ça de même. OK, premier rayon. C'est les deux la même chose. Donc, parallèle à la lentille, quand je touche au centre de la lentille, il est réfracté vers le foyer. Ici. Moi, c'est la réfraction là, qui m'intéresse. C'est pas la réflexion. Fait que je vais venir ici poursuivre mon rayon en pointillé. C'est le rayon réfracté qui m'intéresse. Non, en fait, c'est pas lui. Il va être réfracté vers le foyer. Voilà, c'est celui-là qui doit être en pointillé. Comme ça ici. Le rayon réfracté, chou. Voilà, comme ça. Deuxième rayon, en rouge. Il semble aller vers le foyer secondaire. Et là, dans votre cahier, là, souvent, ils font comme passer par le foyer secondaire. Moi, j'aime pas ça. C'est compliqué. Fait que moi, je te dis avec ta règle, là, quand tu arrives à la lentille, arrête ici. Et là, il va être réfracté parallèle au centre de courbure. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ici. Celui qui va être virtuel. Pourquoi? Parce que là, des fois, déjà, je le vois là, que les deux ici, là, ils vont être divergents. Et mon troisième rayon, il passe par le centre de courbure. Comme ça ici. Et là, j'ai un point où est-ce que tout ça se relie, qui est à peu près ici. Donc, je vais avoir une image qui est virtuelle. Pourquoi virtuelle? Parce que l'objectif des lentilles, c'est de faire traverser la lumière. Et là, ma lumière, elle n'est pas traversée, elle est revenue du même côté que mon objet. Donc, mon image, elle est virtuelle ici. Elle est plus petite que mon objet et elle est droite. OK, il nous reste juste une dernière affaire à revoir ensemble. Donc, être en mesure de tracer les rayons. Savoir utiliser la formule 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO.
Puis la formule du grandissement, c'est la même chose qu'on a faite avec les miroirs. Là, j'avais un petit problème que j'avais ciblé. Mon cahier ici. OK. C'était... c'était à la page 105-106 là, et les suivantes, le numéro 9 qu'on va faire. Et c'est la dernière chose qu'on fait. C'était encore ici, allô. Le numéro 9. Ouais. Ah oui! Full fun. OK. Je vais juste faire la première partie. Donc, je ne ferai pas tout là, de ça. On place un objet. Là, dans l'examen, là, vous n'aurez pas comme 2 fois là, des machins à faire. C'est juste que la hauteur formée par l'image, je trouvais ça intéressant. Fait que c'est ça qu'on va faire. Il y avait une question. Ouais, c'est ça. Bon, c'est parfait, ça. Donc, on place un objet de 2,5 cm de haut devant 2 lentilles situées à 36 cm l'une de l'autre. Donc, pour l'instant, ça, c'est pas important parce qu'on va juste faire la première partie. Donc, on a un objet de 2,5 cm de haut devant 2 lentilles situées à 36 cm de l'autre. La première est une lentille convergente avec une longueur focale de 10 cm. Elle se trouve à 22 cm de l'objet. La deuxième lentille est divergente et a une longueur focale de moins 5 cm. Quelle est la hauteur de l'image formée par la première lentille? Ah oui, c'est pour ça que je vais faire les deux parties. OK, je pense que je vais faire les deux bouts. Donc, j'ai un objet de DO, donc un objet de HO, pardon. Donc, la hauteur de mon objet, 2,5 cm. J'ai une lentille convergente. Oh, je vais vous montrer comment je fais. Convergent. Donc, les lentilles convergentes, leur foyer, il est positif. Leurs images, elles sont réelles ou virtuelles. Donc, ça ne me donne pas nécessairement d'informations, mais je sais que le foyer est positif pour les lentilles convergentes. Pourquoi il est positif? Parce que le foyer principal est du bon côté de ma lentille. Fait que le foyer principal est du côté qui sert à faire la fonction de la lentille, qui est de diverger les rayons. C'est pour ça que le foyer il est positif. La longueur focale est positive. Parfait. Ensuite, la longueur focale, donc le F, est de 10 cm et la lentille est à 22 cm de l'objet. Donc, la distance entre l'objet et la lentille est de 22 cm. Et moi, je cherche quoi donc? Je cherche la hauteur de l'image. Je cherche HI. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Pour trouver HI, j'ai besoin... Donc, j'ai deux formules qui peuvent être intéressantes. J'ai la première formule qui dit que 1 sur F est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. Donc, comme ça, je pourrais trouver mon DI. Est-ce que ça m'intéresse de trouver mon DI? Bien, là, après ça, moi, je cherche HI. Je sais que le grandissement est égal à HI sur HO, qui est égal à moins DI sur DO. Alors, si j'ai DI ici, je vais pouvoir venir isoler après ça mon HI. Donc, c'est ce que je vais faire. 1 sur F est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. 1 sur 10 cm est égal à 1 sur 22 cm plus 1 sur DI. Je vais venir soustraire 1 sur 22 des deux côtés de ma formule. Donc, 1 sur 10 cm, non, je n'ai plus besoin là, de centimètres, moins 1 sur 22 égale 1 sur DI.
ça donne un DI de 18,33 cm. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est HI. Je vais venir le reporter dans ma formule. Donc, le grandissement est égal à HI sur HO qui est égal à moins DI sur DO. Ce que je veux trouver, c'est HI. Mon grandissement, j'en ai pas besoin. Donc, HI sur HO égale moins DI sur DO. Donc, HI, c'est ce que je cherche. Sur HO, 2,5 cm est égal à moins 18,33 sur DO, 22 cm. Donc, moi, ce que je fais, là, je fais fois 2,5 de part et d'autre de la formule. Mais rendu là, tu peux faire aussi une règle de 3. Donc, tu as HI qui te donne moins 2,9 cm. Ça veut dire que j'ai une image qui va être inversée. Ouh, intéressant. Comme j'ai un DI qui était positif ici, j'avais une image qui était réelle. Ce tableau-là là, de interprétation de convention de signes, vous l'avez aussi. Voilà, c'est tout. Ensuite, ben là, on parlait d'une lentille divergente pour la suite, mais là, je ne le ferai pas parce que c'est le même type de problème. Mais quand est-ce qu'on vous le disait ensuite? Oui, c'est ça. Garde longueur, lentille divergente, longueur focale de moins 5 cm. En plus, on vous le donnait, là. On avait un signe négatif parce que quand j'ai une lentille qui est divergente, ma longueur focale, elle est négative tout le temps, tout le temps. Bon, hey, on a fait le tour. Oui. Super. Alors voilà, c'était très long, mais ça va bien aller. L'examen, je suis certaine. N'oubliez pas, vous avez droit à une feuille recto-verso de tout ce que vous pouvez avoir besoin. Les formules sont données. Vous pouvez utiliser votre feuille de formule. Le tableau des... ici, je vais vous montrer, je vais finir avec ça. Je vais vous montrer les tableaux auxquels vous avez accès. Donc, il y a le tableau des indices de réfraction que j'ai montré tantôt ici. Donc, ce tableau-là, vous y avez accès. Ensuite, vous avez accès aussi au tableau de convention de signes ou d'interprétation de signes qui est ici. L'interprétation de la convention de signes dans le cas des lentilles minces. Ça, vous avez ça ici. Ce tableau-là, tel quel. Et la même chose pour les miroirs. Où es-tu? Oh, là, je suis dans les lentilles. Miroir, miroir. Ici. Donc, ce tableau-là, interprétation de la convention de signes pour les miroirs. Vous l'avez aussi. Alors, il y a des questions. Si tu as des questions, c'est le temps. Pas de questions. Super. Je vais arrêter mon partage. Donc, je vais aller poster ça sur YouTube. Et ben, je vous souhaite bonne préparation à l'examen. Puis, je vous vois demain. Bye bye!